La normalité sous ordonnance, le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans La Santé en Mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler santé des femmes. En effet, en 2025, les femmes restent moins bien diagnostiquées, moins bien prises en charge et parfois moins bien entendues. Avec nos invités, deux voix engagées pour un même combat, nous allons tenter de comprendre pourquoi cette santé des femmes reste encore trop souvent en marge des priorités. La Santé en Mouvement spéciale santé des femmes, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Mounier-Veillé. Bonjour Claire, vous êtes cardiologue, médecin vasculaire au CHU de Lille et surtout cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes, qui est un fonds de dotation destiné à la prévention des maladies cardiovasculaires chez la femme. Alors, avant de commencer, j'ai envie de vous demander, Claire, pourquoi la santé des femmes est un combat de vie pour vous ? Alors d'abord, bonjour Vanessa. C'est un combat de vie car je souhaitais être gynécologue. Depuis toute petite, alors ma vocation de médecin, j'avais 5-6 ans, avec des parents médecins, et j'ai une petite infirmité visuelle, je suis amblyope, et du coup c'était une filière chirurgicale à l'époque, il y a 40 ans, et voilà, donc je me suis orientée vers la cardiologie, mais en y associant les spécificités des femmes, et je me suis vite rendu compte que les femmes effectivement étaient un peu les oubliées de la santé. D'abord parce qu'elles ne se prenaient pas en charge elles-mêmes, mais aussi parce que nous, médecins, on ne les regardait pas de la même façon. Alors, les maladies cardiovasculaires, vous le dites, sont la première cause de décès chez les femmes, bien avant le cancer du sein. Comment expliquez-vous qu'on en parle si peu et pourquoi ce décalage ? On en parle peu parce que c'est un problème de culture sociétale. On pense que c'est une maladie d'homme. C'est un message qu'on raconte souvent, une maladie d'homme. Mais réellement, jusqu'à il y a 50 ans, c'était essentiellement les hommes qui étaient concernés par les maladies cardiovasculaires, car c'est une maladie de l'environnement. Le fait de ne pas bouger, d'être en surpoids, de fumer, d'avoir du cholestérol. Mais progressivement, on s'est rendu compte que les femmes étaient aussi concernées par les maladies cardiovasculaires. Mais il y a un préjugé sur ces maladies attribuées aux femmes, et vous aimez bien parler du phénomène, vous allez nous expliquer, le gaslighting. Alors expliquez-nous un petit peu derrière tout ça, pourquoi on n'y voit pas très clair. Alors le gaslighting, on vient de refaire une enquête avec Opinionway sur les femmes et leur santé. C'est le thème d'aujourd'hui. Et on s'est rendu compte sur ces 2000 femmes interrogées que 4 sur 5 ne se sentent pas écoutées en consultation. C'est-à-dire qu'elles vont décrire des symptômes à leur médecin. Alors, il faut rester déontologique, mais lorsqu'elles décrivent les symptômes, il va y avoir une sorte d'errance diagnostique. On va mettre le symptôme sur le dos du stress, sur le dos du surpoids, sur le dos de la ménopause. Et finalement, le warning, le petit clignotant avertisseur disant c'est peut-être le cœur, on passe un peu à côté. Et alors, il semble que la grossesse, la ménopause ou encore certaines contraceptions vont influencer la santé du cœur des femmes. Alors, notre vie hormonale, effectivement, conditionne les maladies cardiovasculaires et c'est ce qui nous différencie des hommes. C'est que certaines contraceptions avec des oestrogènes chez certaines femmes ne peuvent pas être prescrites et on n'a pas le droit de mourir pour une mauvaise contraception. Les grossesses sont tardives et le placenta qui nourrit notre bébé, ce placenta, quand on vieillit, se développe moins bien. Là aussi, il va y avoir des problèmes. Et puis enfin, la ménopause. Alors on en parle beaucoup, surtout depuis le rapport de la ménopause de Stéphanie Ritz. On dédramatise la ménopause, mais c'est vrai que c'est l'entrée dans la ménopause doit être hyper surveillée, car il va y avoir une envolée du risque cardiovasculaire à ce moment-là. Alors, avec votre association, vous avez pris le parti justement d'agir sur le terrain très concrètement. Quelles sont les actions que vous menez au quotidien et au plus près des territoires, on va dire ? Alors, Agir pour le cœur des femmes est un fonds de dotation, vous l'avez très bien décrit, créé en 2020, donc il y a 5 ans. On a l'impression qu'on existe depuis 20 ans, car on a mis 2 expertises ensemble. Thierry Drion, qui est un dirigeant d'entreprise, il a dirigé Microsoft, Cisco, Euromédia, et donc finalement une grosse expertise du management, moi avec l'expertise scientifique, et dès le départ, dès 2021, on a mis en place le bus du cœur des femmes, où finalement aujourd'hui on a dépisté plus de 15 000 femmes sur l'ensemble des territoires en France. On y a associé dans les hôpitaux la journée du cœur des femmes pour faire rentrer la prévention en action à l'hôpital, et puis depuis le début d'année, la journée du cœur des femmes en entreprise pour justement faire rentrer la médecine préventive dans l'entreprise, puisque nous vivons finalement 8, 10, 12 heures par jour sur notre lieu de travail. J'ai envie de vous demander, l'accès au dépistage dépend un peu du milieu socio-culturel, de l'environnement dans lequel on est ? Alors, oui et non. Quand on est une femme, on va dire, d'un milieu socio-économique élevé, c'est souvent le manque de temps.
On peut être cadre supérieur et ne pas avoir le temps de prendre ses rendez-vous et oublier, parce que finalement le travail est plus important, puis à la famille, puis voilà. Donc on a cette surcharge mentale à gérer. Chez les femmes, on va dire plus en précarité sociale, elles sont bien encadrées, mais néanmoins elles aussi n'ont pas le temps. Parce que finalement, il faut qu'elles gagnent leur vie pour nourrir leurs enfants. Ce sont des foyers monoparentaux. Et donc, elles sont en difficulté également. Après, il y a aussi la précarité de médecins. On parle beaucoup des déserts médicaux. Et c'est tout l'enjeu du bus du cœur des femmes. C'est quand on va sur un territoire, on va mettre ensemble les professionnels de santé du territoire qui vont apprendre à se connaître. Et on va couper finalement ces silos dans lesquels nous travaillons, nous médecins. On va mettre tout le monde ensemble. Ils se connaissent. Et derrière le passage du bus, il y a un héritage. Et finalement, les médecins vont continuer à travailler ensemble, ainsi que les paramédicaux. Et ça, c'est juste génial. Et donc là, très concrètement, on va sur votre site internet et là, vous avez des dates de tournée et la femme est prise en charge avec tout un parcours de soins. Comment ça se passe? Alors effectivement, vous allez sur agirpourlecoeurdesfemmes.com. Vous avez la date des tournées du bus du cœur des femmes. Par exemple, je pars cet après-midi à Saint-Quentin dans l'Aisne. On a une date à Paris pour les Parisiens qui nous écoutent fin juin, dans le 20e avec l'assurance maladie qui est très supporting de l'action. Et puis après, on essaye de couvrir des territoires complémentaires avec la journée du cœur des femmes, car les femmes peuvent aussi se faire dépister sur la journée du cœur des femmes. Et là aussi, l'agenda est sur le site internet d'Agir. Claire, on sait que l'activité physique régulière protège le cœur. Vous avez une recommandation en tant que médecin justement sur la pratique de cette activité qui ne coûte rien et qui peut faire beaucoup de bien? Alors déjà, il faut se faire plaisir. Si on fait un sport qu'on n'aime pas, on le fait pas. L'activité physique, c'est notre quotidien. Alors, il y a eu des études assez rigolotes qui ont montré, c'est d'ailleurs dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de 2025, là, qui est sorti tout récemment. On a regardé, par exemple, les activités ménagères. Nous faisons 2 fois plus d'activités ménagères que nos compagnons ou nos maris. Donc ça, mais c'est de l'activité physique, nettoyer ses carreaux, passer l'aspirateur, faire ses courses. Voilà, c'est de l'activité physique, donc il faut positiver cette activité ménagère. Puis après, c'est monter ses escaliers, c'est éviter de prendre sa voiture si on peut, et puis faire le vélo, le vélo, faire l'activité que l'on veut. Par exemple, moi j'ai un vélo d'appart, j'essaye de me faire 50 minutes 3 fois par semaine de vélo d'appartement plus la marche. Mais on est sédentaire quand même. Un message clair pour les auditeurs et les auditrices. Pour les auditrices et les auditeurs, allez. J'ai envie de dire, oui, c'est aussi valable pour les messieurs, c'est écoutez-vous. Écoutez vos symptômes, faites pas l'autruche, prenez le temps de vous dépister. L'assurance maladie propose 4 rendez-vous clés de prévention. Pour les femmes, nos 3 phases clés, contraception, grossesse, ménopause. Et c'est surtout, prenez le soin de faire vos consultations de prévention, parce que c'est agir plutôt que subir. C'est trop bête de se retrouver avec un cœur comme un moulin qui ne tourne plus parce qu'on ne s'est pas fait dépister. Voilà. Et puis après, c'est la stratégie des petits pas rapides, c'est-à-dire choisir de modifier son hygiène de vie par étapes, pas tout faire d'un coup, y aller par étapes et puis voilà, trouver du plaisir dans tout ça. Merci beaucoup Claire, je rappelle que vous êtes cardiologue au CHU de Lille et que vous animez Agir pour le cœur des femmes. Merci beaucoup sur le terrain. Vanessa. Merci. La normalité sous ordonnance, le documentaire Choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. C'est l'histoire d'Angie. Angie, elle est sergente dans l'armée. Elle est envoyée en Irak. Et elle en revient avec un choc post-traumatique. On lui prescrit du clonazepam. Alors très vite, des pensées noires se mettent à l'envahir. Mais c'est à cause des séquelles du stress post-traumatique, lui dit-on. Les médicaments n'y sont pour rien. Pour la calmer, on rajoute 1, 2, jusqu'à 17 gélules. Et pourtant, au bout de 10 ans, son état ne cesse de se dégrader. Jusqu'au jour où elle arrête tout. Et là, les pensées suicidaires disparaissent. Aujourd'hui, Angie a un nouveau combat. Se battre pour les vétérans convaincus que le piège, ce n'aura pas été la guerre, mais l'ordonnance. L'histoire d'Angie, elle interroge, elle fait douter. Jusqu'où faut-il prendre des traitements pour calmer l'esprit, quitte à finalement le détruire ? Alors avant de recourir aux psychotropes, dont les effets secondaires sont parfois lourds et source de sevrage difficile, il est essentiel de s'informer et d'explorer d'autres voies. Vous doutez encore ? Découvrez le documentaire La normalité sous ordonnance en accès libre sur YouTube et sur la chaîne Odyssée. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Avec La normalité sous ordonnance. Le documentaire Choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain. La normalité sous ordonnance, le documentaire Choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain, présente.
Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Comte-Arassus. Laurence, bonjour. Donc, vous êtes présidente non opérationnelle chez GE Healthcare. Vous êtes également présidente d'associations professionnelles dans le domaine du dispositif médical, le SNITEM. Et vous êtes aussi une figure engagée dans la promotion de la santé des femmes. C'est ce que ça vous résume correctement, cet engagement ? Eh bien oui, puis surtout, je pense que tout est lié. Donc en fait, vous l'avez dit. Alors moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être chirurgienne en Afrique. Alors en effet, des fois les parcours que des de vocation contrariée. Voilà. Alors pas contrariée parce que je dis toujours que je suis mieux là où je suis, mais en fait, il y a quelques années, j'ai pris une casquette sur la diversité et l'inclusion qui m'est très chère. Et du coup, la santé des femmes et l'innovation, eh bien tout est lié parce qu'on a justement besoin du dispositif médical qui est mal connu dans notre pays, mais qui est extrêmement structurant pour la santé et tout particulièrement pour la santé des femmes. On reviendra sur ce sujet, mais pour revenir sur l'interview de Claire, moi j'avais ma tante qui un jour est allée voir son médecin, qui lui dit c'est pas grave, tu es stressée. Le lendemain, elle était morte d'une crise cardiaque. Donc, et ça arrive toujours en 2025. Il faut s'écouter. Alors Laurence, vous parlez souvent de l'invisibilité de certaines pathologies féminines dans le monde médical. Selon vous, pourquoi cette santé des femmes, elle a longtemps été sous-estimée ? Eh bien parce que je reprends ma casquette diversité-inclusion. On vit dans un monde d'hommes, c'est toujours vrai en 2025. La santé, les études cliniques, les grands professeurs sont des hommes. C'est pour ça que tout est lié, que l'on a absolument besoin des femmes à tous les étages. On a besoin de travailler sur la recherche, les études cliniques. Et le monde de l'entreprise est extrêmement important. C'est là aussi pour lequel, et c'est encore plus important maintenant, on doit avoir des femmes à tous les niveaux, parce que l'entreprise, la plupart des personnes en termes de pourcentage, y travaillent. Et donc c'est aussi un moyen pour aider sur la santé des femmes. Et ça, c'est une bataille du coup que l'on mène tant via notre syndicat, le SNITEM, que en tant que, j'allais dire, présidente non opérationnelle de General Electric Healthcare. Alors il y a un chiffre qui est alarmant, c'est 25% des femmes atteintes d'endométriose renoncent à leur poste ou à leur carrière. Et vous, justement, vous luttez contre ce phénomène et vous avez mis en place des actions très concrètes et très positives. Alors, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. La santé des femmes, c'est très large, on l'a vu, c'est la cardiologie, c'est le cancer du sein dans lequel aussi nous sommes. Mais l'endométriose, c'est d'une invisibilité juste incroyable, puisque c'est 10% des femmes en âge de procréer qui en sont atteintes. C'est 7 ans pour savoir qu'on est atteinte d'endométriose. C'est donc perte de chance, évidemment, pour avoir des enfants, puisque plus on attend, plus c'est difficile. Et dans le monde du travail, nous, on a beaucoup travaillé avec la Fondation Recherche Endométriose, qui est gérée par une personne absolument exceptionnelle, qui est Valérie Desplanches. Et on est une société qui est reconnue EndoPro. Et on a mené une enquête dans laquelle, alors General Electric Healthcare en France, c'est 2800 personnes. Il y a plus de 650 personnes qui ont répondu, des hommes et des femmes. Et ça a changé non seulement la vie des femmes, mais aussi des hommes et des managers. Alors concrètement, EndoPro, quelles actions menez-vous ? Du coup, on a une salle dédiée en fait pour les femmes atteintes d'endométriose chez nous. Et c'est plein de petites choses, mais c'est comment aller se reposer, comment avoir des bouillottes. Et surtout, pour moi, le plus grand changement, c'est qu'il y a des managers qui travaillent avec des femmes depuis plus de 20 ans, qui ne savaient pas que ces femmes avaient de l'endométriose. Et ces actions, ça a libéré la parole. Et libérer la parole, eh bien, c'est s'organiser différemment, c'est donner la capacité des femmes à pouvoir évoluer en fait dans la carrière, parce que juste adapter. Si je prends un exemple simple, quand on est atteinte d'endométriose, l'important c'est pas d'avoir 1 ou 2 jours dans lesquels on peut travailler à la maison. C'est surtout de choisir les jours où on a mal. Et ça, c'est ce qu'on permet dans notre société. Alors Laurence, vous parlez d'innovation et vous avez récemment pris position sur la nécessité d'accélérer l'innovation en santé. Éclairez-nous pourquoi cette nécessité justement est impérieuse. Alors, le dispositif médical, c'est extrêmement structurant en fait pour la santé, pour le diagnostic. Et quand on parle par exemple d'endométriose, eh bien on va avoir souvent un retard de diagnostic. Donc c'est comment est-ce qu'on s'assure dans un des pays en fait, en effet, on a l'une des meilleures santé du monde. Toute personne qui est allée à l'étranger le reconnaît. Déjà comment on va garder cela et comment on est certain que les innovations qui vont naître dans notre pays puissent y rester, s'y développer. Et malheureusement, il y a des dangers là-dessus pour des raisons bien évidemment
économique, mais aussi de société, parce que quand on a une start-up ou une PME, la faire grandir dans notre pays, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est un de nos combats, justement, pour aussi permettre à la santé des femmes d'accélérer. En tant que dirigeante d'une entreprise technologique, et vous faites notamment des mammographes, pour que ça soit très concret pour nos auditeurs, dans la conception, est-ce qu'il y a des choses à intégrer qui fait qu'on pourrait progresser fondamentalement, justement, sur les outils que l'on trouve dans les laboratoires ? Ouais, alors ça, on l'a déjà fait. Je vais vous prendre 2 exemples qui vont être très parlants. Notre mammographe qui est fabriqué en France, de la recherche jusqu'à la fabrication, on a travaillé avec des patientes. Et c'est vraiment les patientes qui nous ont permis, en fait, de développer des éléments. Un qui va parler à toutes les femmes qui ont fait une mammographie. Elles peuvent gérer elles-mêmes sur nos mammographes la pression. Et quand quelqu'un le fait pour vous, ça peut être extrêmement douloureux. Je suis sûre que toutes les femmes qui nous écoutent sont tombées, en fait, dans les pommes, comme on dit vulgairement, où on ressentit une grosse douleur. Mais quand c'est prouvé, quand on gère soi-même la pression, eh bien, on met plus de pression. Et notre dernier mammographe qui vient de sortir, et ça, c'est une grande fierté, lui, il a même été adapté pour les femmes en fauteuil roulant. Parce que là aussi, quand on parle de diversité et d'inclusion, eh bien, il y a toutes les femmes qui sont en fauteuil roulant. Et imaginez-vous ce que ça peut être de passer une mammographie quand on a un fauteuil roulant. C'est quasiment impossible. Tenir debout, c'est impossible. La chaise, la table s'abaisse sur la chaise. Et là, c'est fait exprès. Et du coup, c'est aussi conçu pour les femmes en fauteuil roulant. C'est étonnant qu'en 2025, on attende 2025 pour avoir une telle innovation qui est quelque chose de totalement normal et qui devrait être intégré depuis bien longtemps. Merci de le souligner en tout cas. Laurence, on parlait de la formation qui est aussi fondamentale. Est-ce qu'il y aurait une nécessité de mieux former les professionnels de santé aux pathologies féminines pour que le dialogue s'établisse plus facilement ? Et certainement pas que féminines. Et attention, il n'y a pas à former que les hommes. Ce qu'on appelle dans l'entreprise, il faut travailler sur les biais. Et les biais, c'est une problématique humaine avec un grand H, autant chez les hommes que chez les femmes. Les femmes médecins ne savent pas mieux prendre en charge en fait l'écoute, en fait, comme l'a dit Claire Monnier, des femmes. Donc travailler sur des formations qui vraiment permettent en fait de travailler sur nos biais. On le fait beaucoup en entreprise et c'est certain, il faut le faire aussi pour tous les corps soignants d'ailleurs. Et il y a peut-être un travail sur la préparation de sa consultation aussi, parce qu'on arrive un petit peu comme ça en consultation sans avoir préparé. C'est important de dire aux auditeurs et aux auditrices que ça se prépare, ce rendez-vous, pour avoir un peu de matière, pour avoir sous ces programmes, ces antécédents et pour avoir justement une piste de dialogue plus facilitée. Alors, il y a certainement la formation, j'allais dire, pour les médecins, pour les soignants, mais aussi pour nous, les femmes, apprendre à dire les choses aussi, se prendre en main et puis ne pas négliger nos symptômes. Et quand on nous dit, c'est le stress, dire non, je sais que dans ce cas-là, ce n'est pas le stress. Et très souvent, les femmes vont aussi tendance à ne pas dire les choses. Donc on a aussi notre part de responsabilité. En tant que dirigeante femme et citoyenne, Laurence, quel message vous aimeriez faire passer aux jeunes filles, aux femmes qui nous écoutent et qui parfois ne se sentent pas écoutées justement par tabou, par peur, culturellement, par le regard de l'homme qui peut être le praticien. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Alors, je pense que c'est un sujet difficile parce qu'il n'y a pas que le regard du praticien, en fait. Prenez-vous en main. Je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de progrès qui ont été faits, mais on voit tous les jours qu'il y en a encore beaucoup à faire. Donc, il faut qu'on soit les propres actrices de nos vies, tant par notre formation, mais aussi un point qui est souvent un peu minimisé, dont on ne parle pas beaucoup parce que dans notre pays, on ne parle pas de l'argent. Soyez aussi autonome et autonome financièrement et intellectuellement. Merci beaucoup Laurence Contarassus. Claire, le mot de la fin, vous qui recevez toutes ces femmes dans votre cabinet, un message que vous aimeriez leur faire passer ? On est parfaitement en raccord sur nos prises de parole. Effectivement, je pense qu'il faut rendre la femme actrice de sa prise en charge. On n'a qu'une seule vie, qu'un seul corps. Et finalement, accompagner les femmes à préparer leur moment avec leur médecin. Le médecin sera beaucoup plus dans l'écoute, bienveillance. Et finalement, ça sera une coopération synergique entre le médecin et sa patiente. Donc voilà, j'ai envie de dire, les femmes... faut pas non plus tout remettre sur c'est pas la faute que des médecins, c'est aussi un engagement que nous femmes nous devons avoir, et c'est vrai que l'entreprise a un rôle majeur à jouer pour accompagner ces femmes dans leur écoute et dans leur bienveillance vis-à-vis d'elles-mêmes. Merci mesdames pour votre engagement. Merci. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.
Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Avec La normalité sous ordonnance. Le documentaire choc où l'appât du gain rencontre la détresse de l'être humain.